Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Cap sur l'Argentine, l'un des plus grands pays exportateurs de soja dans le monde. Problème, la majorité de ces cultures sont traitées au glyphosate, un pesticide récemment classé par l'OMS, cancérogène probable. Nous vous emmènerons aussi dans les coulisses des studios de cinéma d'Abu Dhabi. Ils attirent de plus en plus de grosses productions hollywoodiennes. Visite guidée dans cette édition. Retour en 1914, une ancienne carrière souterraine est réquisitionnée par l'armée française en Picardie. Des centaines de soldats y ont laissé des sculptures et des gravures qui racontent l'horreur de la guerre. Nous vous ferons découvrir les secrets de la production du rhum agricole de Martinique. Cet alcool de canne à sucre accompagne l'histoire de l'île aux fleurs depuis le XVIIe siècle. L'Allemagne, débordée par l'afflux de réfugiés, on s'attend à plus de 400 000 demandes d'asile d'ici la fin de l'année. Les autorités explorent de nombreuses pistes pour trouver des solutions d'hébergement. Au Nicaragua, coup d'envoi de la construction d'un canal titanesque, mais le projet interocéanique entre l'Atlantique et le Pacifique est très contesté et divise le pays. Plus d'un an après le début de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Guinée ne parvient toujours pas à éradiquer la maladie, mais une campagne de vaccination redonne espoir au pays. Après des décennies d'instabilité politique et de crise économique, l'Argentine se retrouve au début des années 1990 dans l'impossibilité de rembourser sa dette externe qui atteint plus de 45 milliards de dollars. Pour répondre aux exigences des organismes financiers internationaux, le pays a libéralisé son secteur agricole et encouragé les investissements étrangers. En 1996, l'arrivée sur le marché du soja transgénique résistant aux herbicides à base de glyphosate provoque une véritable révolution dans l'agriculture argentine. Le soja transgénique a connu un succès instantané et s'est vite répandu partout dans le pays, occupant maintenant 60% de toutes les terres cultivées. Mais l'Organisation mondiale de la santé a classé fin mars le glyphosate dans la catégorie 2A, c'est-à-dire cancérogène probable. Il s'agit du dernier échelon avant la qualification de cancérogène certain. Mathilde Guillaume, Julien Ferrat. Province de Cordoba, jadis terre d'élevage du célèbre bœuf argentin, aujourd'hui royaume du soja transgénique et de son indispensable pendant, le glyphosate. Ce puissant herbicide brûle tout, sauf le super soja, génétiquement modifié pour lui résister. Le petit village d'Ituzaingó a vu arriver ce duo il y a 15 ans, juste aux portes de ses maisons. Les enfants couraient derrière l'avionnette d'épandage. Pour eux, c'était un jeu. En plus, on mangeait le soja glané après la récolte. Il était servi à la cantine de l'école, au catéchisme. Le soja était censé nous sauver. Très vite, elles ont déchanté. Les cas de cancer, leucémie et malformation se sont multipliés chez les habitants en bordure des champs. On a demandé au ministère de la Santé de nous envoyer des médecins pour vérifier les données que nous avions collectées. Et là, on s'est rendu compte que c'était encore plus grave que ce que l'on pensait, qu'il y avait encore plus de cas que ceux qu'on avait relevés. À force de lutte, ces maires sont parvenues à imposer que l'épandage s'arrête à 1500 mètres du village. Elles ont été les premières à faire reculer le tout-puissant soja. Même s'ils ne s'aiment plus, d'autres cas continuent de se déclarer. Il y a toujours plus de cas de cancer, des enfants avec des malformations. Qui va réparer ça? Personne. Moi, mon fils, je l'ai déjà perdu. Georgina vivait à quelques mètres des champs de soja transgénique quand elle a accouché de Matteo, il y a 9 ans. Il a une malformation des intestins, une autre des reins. Au lieu d'en avoir deux, il en a un seul en forme de fer à cheval. Encore une malformation des vertèbres proche du sacrum qui fait qu'il n'a pas de sensibilité dans cette région. Et aussi une malformation de la vessie.
Matteo est incontinent et rien n'est simple ou facile dans sa vie quotidienne, faite d'examens médicaux et de traitements invasifs. Mais réussir à prouver le lien de cause à effet entre l'épandage de glyphosate et toutes ces maladies est très difficile. Direction la clinique Carafa, nous rencontrons le docteur Avila Vasquez, qui depuis 10 ans est le témoin direct de nombreuses malformations de bébés. Comment va-t-il? C'est un des bébés qui naissent avec des problèmes cardiaques, des malformations, syndrome de Down, et qui viennent des zones proches des champs de soja. À l'époque de l'épandage, en septembre-octobre, les femmes qui tombent enceintes ont des grands risques d'accoucher de ce genre de bébé. Avec son équipe, il vient de présenter un recensement médical de Monte Maíz, un petit village encerclé par les champs de soja transgéniques. Les cas de fausses couches, cancer et lupus y sont 3 fois plus nombreux que la moyenne nationale. Des chiffres effrayants qui risquent cependant de rester lettre morte. Nous, on se bat depuis une position éthique, de droits de l'homme, contre un système économique qui génère une très haute rentabilité, mais qui génère aussi beaucoup de maladies. Car le soja transgénique est le moteur de l'économie argentine. C'est lui qui a permis au pays de se relever après la terrible crise de 2001. Aujourd'hui, le roi soja règne sur plus de la moitié des terres cultivables. Il engendre des profits si considérables que les producteurs se refusent à écouter les arguments sanitaires de ses opposants. Ce sont des bombes médiatiques pour semer la panique, mais ils n'apportent aucun argument technologique, ou médical ou scientifique pour les supporter. Ils n'apportent aucune alternative. L'OMS vient pourtant de valider bien des études épidémiologiques en reconnaissant que le glyphosate était probablement cancérigène. Interrogé sur le sujet, l'aviateur José Luis Suárez, spécialiste de l'épandage, utilise l'argument du moins pire. Moi, je suis de l'époque du 2,4,5-T qu'on utilisait comme herbicide. C'est le célèbre agent orange que les États-Unis ont utilisé pour défolier au Vietnam. On l'a utilisé pendant très longtemps ici. Alors quand le glyphosate est sorti, on était ravis. Enfin, on pouvait travailler avec un produit non toxique. Une manière de voir les choses que ne partagent pas les Argentins des villages affectés. Quant au gouvernement, il touche la manne du soja et refuse de s'exprimer sur les possibles conséquences sanitaires. En Argentine, l'or vert continue chaque année de gagner du terrain. Le glyphosate est aussi le pesticide le plus répandu en France, où en 2011, 8000 tonnes en ont été épandues, dont 60% par des particuliers. Mais sur l'homme, les preuves ne sont pas suffisantes pour établir avec certitude que le glyphosate induit des cancers. Il existe cependant des preuves qu'il endommage l'ADN des cellules humaines cultivées in vitro et qu'il accroît le risque de développer un type de cancer du sang affectant les cellules du système immunitaire. Ceci a été constaté lors d'études menées ces 15 dernières années en Suède, aux États-Unis et au Canada sur des personnes exposées au glyphosate par leur profession. Selon les experts, le glyphosate est présent dans 750 produits du commerce pour l'agriculture, mais aussi la foresterie, le jardinage urbain et domestique, ce qui en fait une substance très répandue dans l'environnement. Il fut un temps où le Maroc et la Tunisie étaient les hauts lieux de tournage pour certains films hollywoodiens. Mais ils ont désormais un concurrent de taille. Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, le petit royaume du Golfe, a construit des milliers de mètres carrés de studios. Des studios qui produisent chaque année des centaines d'heures de films à des tarifs avantageux. Prenons par exemple le 7e volet de The Fast and Furious, qui est récemment sorti sur les écrans. Ce blockbuster hollywoodien est la dernière grosse production à avoir été filmée sur place. Visite guidée avec Sylvain Lepetit et Miyuki Rose-Aramaki. Pour la première fois de son histoire, c'est au cœur des dunes d'Abu Dhabi que le dernier Star Wars a été tourné. L'équipe a préféré le désert des Émirats Arabes Unis à celui de la Tunisie, jugé trop instable, pourtant lieu historique du tournage de la saga. Une consécration, Star Wars mais aussi Fast and Furious 7,
Le pays veut promouvoir ses paysages sur les écrans du monde entier, comme le vantent les responsables émiriens. Vous aimez le désert? On a. Vous aimez l'exotisme? On a aussi. Mais au-delà des décors, le principal attrait d'Abu Dhabi est financier. La ville accorde un rabais de 30% sur les dépenses de tournage. De quoi convaincre les producteurs de faire le grand saut vers l'Émirat. Et il n'y a pas que le cinéma qui se laisse séduire. Cet après-midi, aux portes du désert, les studios d'Abu Dhabi enregistrent une émission de télévision diffusée dans tout le monde arabe. Allez, ça tourne. Alors que ces studios n'ont ouvert qu'il y a 7 ans, les Émirats s'affirment déjà comme un centre incontournable de la production audiovisuelle dans le monde arabe. Un retard sur ses concurrents rattrapé grâce à des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons choisi les studios d'Abu Dhabi car ils disposent des meilleurs moyens techniques et des équipements les plus avancés pour réaliser une émission aussi importante que la nôtre. Être à la pointe de la technologie, c'est aussi le pari de l'émirat voisin. Dubaï s'est en plus spécialisé dans les effets spéciaux. Et ici, voici notre studio en fond vert. C'est l'un des plus grands du Moyen-Orient. En quelques clics, ce fond vert se transforme en n'importe quel arrière-plan, Versailles ou Miami. Un gain de temps et d'argent pour les producteurs, rendu possible grâce à une base de données de décors réunis par le studio. C'est ici que la magie des coulisses opère. On se rend sur les lieux et on filme à 360 degrés. Ensuite, on recolle les morceaux ensemble. Nos artistes n'ont plus qu'à copier-coller et assembler les fonds en fonction de la scène. Leur principal fait d'armes reste le tournage et la post-production de Mission Impossible 4. Le directeur des studios en collectionne les souvenirs. Voilà le siège du réalisateur. Lui dit pouvoir décrocher toute autorisation de tournage en seulement 3 jours. Ça, c'est notre guide du producteur. Possibilité infinie. Aucun lieu n'est inaccessible. Si vous voulez filmer à Dubaï, ici, on vous déroule le tapis rouge. L'an dernier, Dubaï a reçu 780 demandes de tournage de films, publicités et séries télé. Mais certaines ont été refusées, comme Sex and the City. Les autorités estimaient que le film allait à l'encontre des valeurs du pays. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. C'est un voyage dans l'histoire que nous vous proposons à présent en Picardie, dans le nord de la France. Dans la région de Compiègne, la Première Guerre mondiale est gravée dans la pierre. En 1914, une ancienne carrière souterraine est réquisitionnée par l'armée française. Pendant 4 ans, les soldats vont y laisser une trace indélébile, celle de leur quotidien, de leur manque, de leur solitude et de leur mort. Plus de 100 ans après, seuls quelques initiés connaissent ce lieu secret et interdit. Ces œuvres chargées d'émotions, protégées par des passionnés d'histoire, sont pourtant menacées de disparition. Car cette ultime trace laissée par les poilus est aujourd'hui en danger à cause de l'érosion et des champignons. La mémoire dans la pierre, c'est un grand reportage signé Julien Sauvaget. C'est une histoire de fantômes, de forêts hantées. La Première Guerre mondiale a marqué d'une trace indélébile cette région autour de Compiègne. L'horreur de la guerre, la souffrance des combattants, leur sacrifice et leur sens de l'honneur. Mais aussi leur quotidien, leurs rêves, leurs fantasmes et leur nostalgie. En 1914, cette ancienne carrière de calcaire est réquisitionnée par l'armée. Des centaines de soldats y stationneront, s'y relayeront pendant près de 4 ans. Le front se fixe dans ce secteur à partir de la mi-septembre 1914. Cette carrière se retrouve à 250 mètres derrière la première ligne française. Seuls quelques initiés connaissent ce lieu secret et interdit. Il y a Thierry, l'historien qui parcourt inlassablement depuis plus de 20 ans ces anciennes carrières de la région. T'as vu un peu? Il te reste la tête.
Rien ne lui échappe dans ces dédales obscurs. Chaque graffiti, chaque sculpture ou bas-relief exécuté par des poilus. À quelques centaines de mètres, il y a aussi Bruno, le bénévole, qui passe tous ses week-ends depuis près de 10 ans à remettre en état les galeries souterraines, celles des Allemands. Il tente de sauvegarder ces trésors enfouis. On fait des travaux avec des briquets de broc en fait. Christopher, l'animateur allemand, sensibilise quant à lui les jeunes générations. C'est une histoire de fantômes, une histoire de la guerre, à travers l'art pariétal des poilus. Hors du temps, un sphinx garde les portes de cette ancienne carrière. Quelques mètres plus loin, un cavalier qui fait immédiatement penser au maréchal Pétain, héros de cette Première Guerre mondiale. C'est un officier parce qu'il a un képi. Hein, les autres cavaliers ont des casques. C'est la coiffe qui nous fait dire qu'il s'agit d'un officier. Et pour le reste, de toute façon, Pétain devient un commandant en chef le 15 mai 17. Il n'y a plus personne ici. Auparavant, il était quand même assez peu connu. Hein. Encore un peu plus loin, se dresse le dernier rempart face à l'ennemi allemand, Jeanne d'Arc, Jeanne la guerrière. On a cette Jeanne d'Arc, hein, avec une croix de Lorraine, une Jeanne qui est également couronnée. Il y avait une inscription qui malheureusement a disparu, hein, ils ne passeront pas. Une œuvre réalisée par un combattant, Louis Le Clabard, sculpteur de métier avant la guerre. Évidemment, il a eu l'assentiment des officiers, puisqu'on a le poste de commandement qui est à côté, et les officiers lui ont permis de faire ce bas-relief. On lui ont mis à disposition une logistique, puisqu'il a été dans l'obligation d'installer des échafaudages. Un artiste qui va laisser de nombreuses œuvres sur ce site. Fontaines d'inspiration italienne, gargouilles, et ce fameux sphinx qui garde encore aujourd'hui l'entrée de la carrière. Fort de cet exemple, d'autres poilus, professionnels avant la guerre ou autodidactes des tranchées, vont peu à peu donner vie à ce lieu, devenu leur foyer de fortune. Les thèmes sont souvent en lien avec leur quotidien. L'honneur, l'armée, comme ici, avec cette croix de guerre devant les logements d'officiers. Mais parfois, les thèmes sont plus prosaïques. Les femmes, absentes du front, apparaissent sur les murs de calcaire. En tenue de ville, femmes du monde, elles se livrent à tout à chacun à l'extérieur. On y voit sur la partie gauche une femme, une Parisienne, hein, avec sa jolie toilette, qui sort de sa maison, qui a son pied sur le pas de sa porte, qui tend sa main et qui dit « Zut, voilà qu'il pleut ». Ce soldat a utilisé un modèle, une carte postale, faite par un illustrateur très en vogue au début du XXe siècle, Xavier Sagère, hein, et il avait vraisemblablement cette carte postale pour faire ce bas-relief. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs de la carrière, ces femmes de pierre se dévêtissent et invitent le soldat à oublier les horreurs de la guerre. Alors pour égayer les lieux, pour se distraire, pour distraire également ses camarades, pour passer le temps qui est parfois très long, et si on n'arrive pas à s'occuper, là on sombre dans ce que les combattants ont appelé le cafard, eh bien on cherche à tout prix à s'occuper. Une sensualité rupestre qui ne laissera pas de marbre certains soldats. Mais le soldat français de 1914 n'est pas que grivois. La mort accompagne les poilus quotidiennement. La religion devient un refuge. Certains soldats, face au bombardement, face à l'horreur de la guerre, eh bien, ont eu recours à leur foi pour tenir. Cette chapelle au fond de la carrière servait aux offices dominicaux, célébrés par l'aumônier du régiment. Les messes aux morts étaient dites ici aussi. Des traces de près de 4 ans de vie d'un quotidien réinventé. Sur le mur attenant à la chapelle, c'est ce quotidien, celui du soldat qui garde la ligne de front, qui est inscrit dans la pierre.
Ce combattant surveille le no man's land, qui est représenté ici. Il est avec son équipement, c'est-à-dire son fusil. Il a des bandes, il est équipé de bandes boltières. Il a une musette, il a une cartouchière, il a un casque brillant et ce soldat également a une pipe. Si on regarde bien, à gauche de sa gamelle, on y voit un rat qui veut s'en prendre aux provisions qui sont à l'intérieur de son havre-sac. Des œuvres uniques, rares et précieuses, mais désormais en danger. L'érosion et les champignons dégradent ces sculptures. C'est complètement noir, c'est vraiment très très fortement attaqué. Les effondrements de pans entiers de la carrière menacent à brève échéance ces œuvres. Les traces, t'as un foyer en fait. Thierry, impuissant, ne peut que constater les dégâts du temps. Il répertorie, photographie et classe celles qu'il découvre encore avant qu'elles ne disparaissent. À 200 mètres de là, après les tranchées encore visibles, de l'autre côté du No Man's Land, nous retrouvons Bruno. Ici on voit en fait en bleu la ligne de front, la première ligne de front allemande. Ici donc en rouge, la première ligne de front française. Et on voit en fait ici entre la pointe du bois et puis la ferme de la Carmois, il y a 250 mètres. Lui a jeté son dévolu sur les anciennes tranchées et galeries allemandes. Des kilomètres de souterrains. Les soldats allemands, eux aussi, cherchaient à se protéger des bombardements de l'artillerie en se cachant sous terre. Donc au départ, on était une petite équipe, on était 4, voire 5. On est venu ici avec une corde pour descendre dans un trou. Ensuite, on a descendu une pelle, une pioche, un seau. On a commencé à remonter un petit peu les seaux de terre. Et là, on s'est rendu compte que le site était vraiment très très particulier. On a passé nos samedis, voire une partie de nos vacances, à venir déblayer, à venir déboucher, à venir sécuriser. Ces bénévoles y découvrent de nombreux objets, de véritables trésors enfouis, ayant appartenu aux Allemands, mais aussi aux Français qui prennent possession de cette position en 1917. Cartouchière allemande, cartouche de masque à gaz, gamelle française, gourde française. Et beaucoup de bouteilles de vin. Beaucoup de bouteilles de vin. Aussi bien côté français que côté allemand. Tout ce qu'on trouve ici reste ici, en fait, pour le montrer évidemment au jeune public. 12 degrés à l'année, obscurité totale et un taux d'humidité de 80%. Les conditions de vie des soldats dans ces tunnels étaient extrêmes. Un univers souterrain que découvrent de jeunes Allemands, Français et Anglais. Le fait de ressentir l'humidité, d'être dans l'obscurité parfois, redonne une vision plus précise de ce que les soldats ont pu vivre à l'époque. Ça me paraît fondamental que chacun puisse venir visiter ces lieux pour ressentir ce que ça a pu être. C'est très important. Avec eux, Christopher. Il organise des visites pour ces groupes de jeunes Européens. C'est une chose très très importante et on aime bien de voir que les jeunes se réunissent et on pense aussi, on les fait aussi penser au fait que oui, un camp comme celui qu'on fait maintenant, c'était impossible à l'époque. Un voyage à travers le temps qui ne pouvait que s'achever ici, dans un cimetière militaire. Là où tout s'est arrêté pour des millions de soldats. Dans les tranchées, 1 500 000 Allemands, 1 400 000 Français et 900 000 Anglais ont péri. Une particularité côté britannique, c'est que chaque soldat tombé a droit à une sépulture. C'est ce que vous pouvez voir ici. Si vous regardez les pierres tombales, vous verrez souvent écrit « Soldat de la Grande Guerre », l'équivalent en allemand de soldat inconnu. Alors que dans les cimetières français et allemands, il est fréquent que les morts non identifiés soient enterrés dans des fosses communes. 100 ans plus tard, il ne reste plus que des fosses communes, des croix et des noms gravés dans la pierre. L'ultime trace laissée par ces poilus, ces soldats de la Première Guerre mondiale.
Vous regardez Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. A tout de suite. Direction la Martinique, avec ses kilomètres de plages de sable fin, ses cocotiers et son rhum. Aux Antilles, c'est une institution et l'île aux fleurs lui a donné ses lettres de noblesse. Le rhum agricole accompagne l'histoire de la Martinique depuis le XVIIe siècle. L'habitation Saint-Étienne, une ancienne distillerie construite sur les terres de la première sucrerie de la Martinique. Ce domaine historique, désormais réaménagé en boutique, accueille les touristes à qui il fait partager la passion du rhum agricole martiniquais. Reportage. La canne à sucre, c'est une mauvaise herbe. Et aujourd'hui, elle fait partie de notre patrimoine, elle fait partie beaucoup du paysage, l'amélioration du paysage martiniquais. On a un savoir-faire en Martinique qui est évidemment séculaire, et notamment dans le rhum agricole, qui est particulier, puisqu'on est certainement l'île qui l'a développé et qui lui confère aujourd'hui la réputation qu'il a. Ce site fonctionne depuis un siècle et demi. Il a d'abord commencé en sucrerie et on a continué après avec le rhum en 1938. On est devenu AOC en 1996. C'est un métier qui se perpétue. Sur la commune du Vieux-Morne, bercée par les alizés, s'élève un des joyaux du patrimoine martiniquais, l'habitation Saint-Étienne. À l'origine, une distillerie édifiée en 1880 sur le domaine de la première habitation sucrière de l'île. La Martinique s'est construite sur la culture du sucre de canne pour la France métropolitaine et l'Europe. Et au début des années 1915-20, ça a été l'avènement du sucre de betterave. Et donc la Martinique a dû inventer un nouveau modèle sur la base de la production d'un rhum agricole. La distillerie, désaffectée depuis presque 30 ans, a décroché son inscription au monument historique. Le niveau patrimonial se retrouve au niveau des monuments, puisqu'on est dans un site absolument merveilleux, où on a beaucoup de rhums qui sont mis en vieillissement. Un vieillissement en fût, dans lesquels on fait cuver des rhums d'exception. C'est très rond, très fin. Cacao grillé, quoi. Pas chocolat, vraiment cacao. Hein. Il est prêt. Hein. La Martinique est la seule production des dom-tom à avoir une appellation d'origine contrôlée. Ce sont des produits qui sont extrêmement fins. C'est vraiment un rhum de dégustation par excellence et ça peut se goûter effectivement comme un vin, mais on pourrait le comparer à un grand cognac ou un grand armagnac. Un breuvage à l'égal des plus grands spiritueux, à l'inverse du rhum industriel, obtenu à partir de mélasse, un jus de canne dont on a extrait tout le sucre. Si je vous fais goûter une cuillère à café de sucre de canne, vous sentirez évidemment des arômes. Eh bien, la différence avec le rhum agricole qu'on fait nous, c'est qu'on distille un rhum pur jus, c'est-à-dire un rhum qui n'a pas subi de transformation et qui n'est pas le résidu d'une production de sucre. Pour comprendre le rhum, il faut s'intéresser à la canne. Dans les mornes, on croise encore quelques employés répétant le geste traditionnel de coupe à la main. Mais les besoins de rendement ont accéléré la mécanisation. Françoise Elisabeth dirige le domaine de l'Apalin, où la récolte a commencé. La canne à sucre, en fait, elle se récolte une fois par an. Nous démarrons généralement toujours en fin janvier, début février. Et nous terminons généralement pour la fin juin. Et aujourd'hui, on doit couper 250 tonnes. Son domaine s'étend sur une zone de marécage argileux. Des conditions idéales pour la canne à sucre. C'est bien de trouver la bonne variété qui s'adapte au bon terroir de façon à produire non seulement plus, mais avec plus de sucre et plus de rhum aussi. Il paraît que la canne à sucre pullule comme une mauvaise herbe. Pourtant, la Martinique n'en produit pas encore assez. C'est la seule culture qui manque de matières premières. Donc c'est vraiment un fabuleux développement pour la Martinique de demain. Il faut qu'on produise plus de canne pour pouvoir fournir aux distillateurs plus de canne, de façon à pouvoir produire plus de rhum. Donc moi je trouve ça épatant.
À quelques kilomètres de là, la distillerie Simon produit 20% du rhum de l'île. Le directeur du site, Philippe, descend d'une très vieille famille de béquets. Son terroir, il le connaît et peut en garantir la qualité d'un simple coup de dent. C'est une canne AOC. Je vérifie si elle est bien fraîche et si elle est sucrée. C'est ce qu'on lui demande. Le jus de canne débute sa fermentation, avant d'être distillé dans cette colonne au cuivre bicentenaire qui lui donnera un goût unique. Nous avons une vingtaine de collaborateurs. Ce sont des descendants, leur père, leur grand-père ont travaillé ici. Donc ça fait un peu, on est ancré complètement dans le patrimoine. On fait partie du paysage. C'est donc cela le secret d'un bon rhum. Un savoir-faire ancestral, agrémenté peut-être d'une petite astuce. Faire cuver les rhums dans des tonneaux du monde entier. On a des chênes d'origine française, du Limousin ou du Quercy, et on utilise également des chênes qui ont contenu un alcool au préalable, qui va nous permettre de typer nos extravieux et de leur donner des finitions. Donc c'est ainsi qu'on a décliné les finitions fût de Sauterne, les Highland Finish, les Haile Finish, les Pedro Jiménez. Une manière en quelque sorte de renouveler le patrimoine caribéen. On peut être martiniquais et on peut être citoyen du monde. Et ça ne veut pas dire tout révolutionner, ça veut juste dire intégrer ce qui fait notre force et puis faire en sorte que ce patrimoine affleure dans une certaine modernité et qu'il puisse être partagé avec le plus grand nombre autour d'une passion en fait. L'Allemagne est complètement débordée par l'afflux de demandeurs d'asile. Tous les centres d'accueil du pays sont complets. Le 6 mai, le ministre allemand de l'Intérieur a confirmé le chiffre de 400 000 demandes d'asile d'ici la fin de l'année. Parmi les États membres de l'UE, l'Allemagne est le pays le plus demandé par les réfugiés. Selon Eurostat, en 2014, l'Allemagne a traité 172 945 premières demandes, suivies par la Suède, l'Italie, la France et enfin le Royaume-Uni. Pour trouver malgré tout des solutions d'hébergement, les autorités allemandes et les organisations humanitaires explorent de nombreuses pistes, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Anne Maillet. Chaque fois qu'il en a l'occasion, Karim révise ses leçons d'allemand avec sa colocatrice Mareike. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Une vie qui ressemblerait presque à celle d'un étudiant. Mais Karim est sans papier. Originaire du Sénégal, il a traversé l'Italie pour rejoindre l'Allemagne. Après 2 mois passés dans la rue, il a trouvé ce logement grâce à une initiative privée. On vit mais très tranquillement. Le matin, on se réveille, on mange ensemble. Des fois, je pars à l'école ou cherche du travail. C'est une grande chance pour moi et c'est une opportunité aussi de, comme on dit, d'apprendre la langue. Faire le lien entre les particuliers qui disposent d'une chambre libre et les réfugiés, l'idée est venue à Mareike et ses amis il y a quelques mois en réponse au nombre croissant de demandeurs d'asile. On voulait faire quelque chose et on s'est dit que ce serait bien que les réfugiés aient la possibilité de vivre en colocation. C'est comme ça que nous avons eu l'idée de ce site. Mais on ne s'attendait pas à un tel écho. 520 personnes se sont déjà manifestées pour proposer une chambre. Un site pour afficher sa solidarité mais aussi dénoncer la politique d'hébergement des demandeurs d'asile. Les centres d'accueil sont en effet débordés, les conditions de vie de plus en plus précaires. Ce jour-là, dans le quartier de Bourg, à Berlin, les habitants font la queue pour découvrir un petit village de containers installé dans l'urgence. 480 réfugiés seront logés ici, une construction qui fait polémique depuis des mois. Ce que je trouve terrible, c'est que ce genre de solution soit nécessaire. C'est quand même triste de devoir parquer les gens dans des conditions pareilles. Moi, ça m'inquiète pour mes enfants. J'ai peur de la criminalité. Je ne sais pas si tout est vrai, mais de ce qu'on voit à la télévision, ça se passe mal dans les autres endroits où il y a déjà ce type de containers. Pour Berlin, c'est déjà le 3e village de containers. Mais ici, on en a bien conscience. Pour les réfugiés comme pour les habitants du quartier,
Ce genre de solution ne peut être que provisoire. On a sous-estimé les chiffres pendant longtemps et on est obligé aujourd'hui de rattraper ce temps perdu. Le nombre de réfugiés va continuer à augmenter et il faudra bien construire de nouveaux centres. Mais je ne pense pas qu'on verra encore plus de containers. Dans toute la ville, des immeubles sont réquisitionnés pour accueillir les réfugiés. Yvonne Liske travaille pour l'une des institutions chargées de leur hébergement. Ici aussi, les capacités ont augmenté, mais on mise surtout sur l'aide de bénévoles pour faire face. La hausse du nombre de demandeurs d'asile est énorme et nous faisons tout ce qui est possible pour y répondre. Mais nous avons vraiment besoin de l'aide des bénévoles. Parmi eux, il y a des voisins, des gens qui exercent plusieurs métiers. Et heureusement, ils nous prêtent main forte. Un réseau de 160 personnes qui donnent des cours de langue aux enfants, qui accompagnent les adultes dans leurs démarches administratives et collectent des fonds. Objectif, pallier aux défaillances de la prise en charge officielle. Ce que nous cherchons à faire à long terme, c'est les aider à trouver un emploi, les aider à trouver un appartement. Dans tous ces domaines-là, il y a énormément de choses à faire, car pour les réfugiés, tout est compliqué, en particulier la bureaucratie. Le gouvernement a débloqué 500 millions d'euros cette année pour aider les communes. Mais le pays n'échappera pas à une refonte de sa politique d'accueil. L'opposition milite pour la fin des centres d'hébergement et une intégration plus rapide des réfugiés. Il faut absolument héberger plus de réfugiés de manière décentralisée, en appartements. Si on continue à les ghettoiser, ils resteront en marge de la société et il faut absolument l'éviter. Car nous savons bien que nombre d'entre eux vont rester en Allemagne pour longtemps. Karim, lui, est bien déterminé à refaire sa vie ici avec l'aide de ses colocataires. Mais sur les 200 000 réfugiés accueillis en Allemagne en 2014, seule la moitié ont réussi, comme lui, à trouver un logement. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On l'appelle déjà le chantier du siècle, un canal de 278 km de long et 300 mètres de large qui va relier l'Atlantique au Pacifique et qui va se construire au Nicaragua. 3,5 fois plus long que le canal du Panama, il doit permettre de rendre le trafic interocéanique plus fluide. Mais le projet croule sous les critiques. Les travaux, estimés à 50 milliards de dollars, vont être menés par un multimillionnaire chinois jusque-là inconnu, Wang Jing. Son entreprise a obtenu une concession tellement favorable qu'elle viole la souveraineté du Nicaragua, selon les détracteurs du projet. De plus, les conséquences sur l'environnement seraient dramatiques pour la région, sans oublier les conséquences sociales. 25 000 personnes sont concernées par les expropriations. Qu'importe, avec ce projet pharaonique, le président Ortega fait miroiter 50 000 emplois et un doublement du PIB. Et le contrat ne s'arrête pas là. L'entreprise chinoise doit également construire 2 ports, un aéroport international, une zone franche, une centrale électrique et même un gigantesque complexe hôtelier. Reportage au Nicaragua de Laurence Cavalier et Mathieu Coma. Il se trouve ici avec nous notre frère Wang Ying. Sous les projecteurs, l'idylle a l'air parfaite. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, déroule un tapis rouge au millionnaire Wang Jing. Contraint en poche, l'entrepreneur chinois va pouvoir construire dans les conditions les plus favorables un immense canal qui reliera l'Atlantique au Pacifique. Un futur concurrent du canal de Panama, saturé depuis plusieurs années. Avec ce projet, nous allons changer le monde et apporter plus de bonheur et de joie aux habitants de cette planète. Mais les cérémonies terminées, les critiques pleuvent. De la part des écologistes d'abord. Le canal va traverser le lac Nicaragua, la plus grande réserve d'eau douce d'Amérique latine. Jaime Inser est l'un des scientifiques les plus reconnus du pays. Il ne décolère pas contre le méga-projet. Il faudrait extraire des millions et des millions de tonnes de sédiments pour creuser le canal. Boue et sable principalement. Cela signifie que la qualité de l'eau va se perdre. Elle ne sera plus potable. Depuis plus de 20 ans, Jaime était le principal conseiller des gouvernements successifs sur les questions environnementales.
La première fois qu'ils ont évoqué le projet, le secrétaire du président m'a appelé. On va faire ce projet, ça sera comme ça et comme ça. Moi, je lui ai immédiatement répondu, écoutez, il va y avoir beaucoup de problèmes. Je lui ai énuméré les inconvénients. Et je lui ai dit, franchement, ça ne semble pas faisable, ça sera dangereux pour l'environnement. Ils ne m'ont plus jamais recontacté après ça. Des milliers de pêcheurs et d'agriculteurs vivent de l'eau de ce lac. Et le canal va aussi déplacer 25 000 personnes qui vivent sur son tracé. Le village d'El Toulé va être complètement rasé. Nourrice est née ici. Ça fait 30 ans que ma famille vit dans cette maison. Moi, je suis de ce village et je continuerai de me battre pour que tout cela ne soit pas détruit. Le contrat entre le Nicaragua et l'entreprise de Wang Jing, HKND, indique que les terres seront rachetées au prix cadastral, c'est-à-dire à peine 10% du prix du marché. Et le projet de canal n'a fait l'objet d'aucune consultation nationale. Nourrice et les habitants de la zone continuent de se mobiliser, alors que les tensions s'aggravent. Depuis 3 mois, les enfants des environs ne vont plus à l'école. Depuis le début, le gouvernement essaie de manipuler les instituteurs. On leur dit qu'il faut parler du canal. Ce n'est plus de l'éducation, ce sont des menaces aux parents, pour nous obliger à signer des papiers affirmant que le canal sera un grand bénéfice pour le pays. Un bénéfice très contesté car HKND a obtenu une concession de 50 ans pour la construction du canal, reconductible 50 ans de plus. Pas un centime de la manne générée par le passage des paquebots n'arrivera dans les caisses de l'État. Pourtant, le gouvernement assure que le miracle économique aura bien lieu. Beaucoup de nos compatriotes sont convaincus que ce canal sera un rêve vieux d'un siècle qui devient réalité. Il va créer de l'emploi, réduire la pauvreté, permettre d'améliorer la santé, l'éducation, les infrastructures et faire du Nicaragua un pays compétitif. Le président Ortega, accusé de dérive autoritaire, de trahison à la souveraineté du Nicaragua, il y a même ceux qui croient que le projet n'est qu'un cheval de Troie pour les intérêts chinois dans la région. Dora Tellez a formé une coalition de partis contre le canal. Selon elle, HKND aura du mal à trouver des investisseurs pour financer la construction. Mais ce qui importe, c'est que l'entreprise a d'ores et déjà la concession en poche. Moi, j'ai toujours pensé que ce projet de canal était un jeu de dupes pour couvrir 2 choses. Premièrement, l'expropriation massive de terres appartenant aux petits producteurs. Et deuxièmement, le développement d'une quantité indéterminée de projets privés, qu'ils soient touristiques ou commerciaux. Le début des travaux a été annoncé en grande pompe le 22 décembre dernier. Et pourtant 3 mois plus tard, pas la moindre activité dans la zone où ils auraient dû commencer. Seuls 2 géomètres au travail. On fait juste des relevés pour l'entretien de la voirie. C'est sur cette côte pacifique encore vierge que devrait bientôt se construire l'embouchure du canal, entourée d'une zone franche, d'une autoroute et d'une voie ferrée. Le Grand Canal, opportunité de développement pour le pays le plus pauvre du continent américain, ou grave erreur de calcul environnemental et social. S'il coupera le pays en 2, il le divise d'ores et déjà, avant même que ne soit donné le premier coup de pelleteuse. Le gouvernement Ortega semble persuadé que ce chantier est la manière la plus rapide de sortir de la pauvreté qui touche 45% de la population au Nicaragua. Il assure même que l'infrastructure fera du pays la nation la plus riche d'Amérique centrale. Pour la Chine, cet investissement au Nicaragua lui offrirait 2 bases stratégiques dans l'arrière-cour des États-Unis. En attendant, elle continue de sécuriser ses voies d'approvisionnement en construisant des ports au Sri Lanka, au Pakistan, en Birmanie ou encore au Bangladesh. Plus d'1 an après le début de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 10 800 morts en Afrique de l'Ouest, la Guinée ne parvient toujours pas à éradiquer la maladie. S'il y a eu une accalmie, l'urgence sanitaire renforcée est en vigueur pour 5 départements du sud-ouest et de l'ouest du pays où s'est déplacé l'épicentre de l'épidémie.
Sur le terrain, les équipes restent mobilisées pour enrayer la progression du virus et lever les réticences des populations, principale raison à la persistance de l'épidémie. C'est dans ce contexte qu'un vaccin est expérimenté depuis peu auprès des communautés les plus exposées. Un énorme espoir notamment pour les travailleurs de la première ligne, comme on appelle les personnels de santé, mais aussi les proches des malades. Le reportage de Sarah Sako à Conakry et Koya, à une 50aine de kilomètres de la capitale. Centre de traitement Ebola de l'hôpital Donka à Conakry. Comme tous les jours, Mamadou, 28 ans, se prépare à accéder à l'isolement, la zone où sont confinés les malades. Il faut rentrer dans l'isolation pour assister les patients en ce qui concerne l'hygiène, l'eau, hygiène et assainissement. En fait, c'est un peu mon rôle dans ces centres. Alors que l'épidémie est sur le déclin dans le reste de la région, elle résiste dans le littoral de la Guinée. L'équipe de Mamadou est mobilisée depuis maintenant plus d'1 an. C'est la routine, je suis habitué, je suis obligé de le faire humanitairement, je suis obligé. Une routine qui conduit Mamadou et ses collègues à passer plusieurs heures par semaine en contact direct avec les malades. Ces travailleurs de première ligne, comme on les appelle, sont statistiquement les plus exposés au virus. C'est bien pour cela que le jeune homme s'est porté volontaire pour participer à un essai clinique de vaccination contre le virus Ebola. Une opération historique en Guinée, porteuse d'espoir pour lui et ses collègues. Il y a longtemps, j'attendais l'expérimentation de ces vaccins, mais le voilà enfin. Bon, vaut mieux que tard que jamais. Donc vraiment, je suis aujourd'hui content, je suis vraiment très ému. Et je demande à tout le monde de faire comme moi. Ça va les faire du bien, pas du mal. Le VSV EBOV, c'est son nom, est expérimenté depuis début mars dans le pays. Pendant 3 mois, la réponse immunitaire des participants est étudiée, leur taux d'anticorps comparé à celui des survivants d'Ebola pour mesurer l'efficacité du vaccin. D'abord, nous devons nous assurer que le vaccin est sans danger et nous avons des preuves solides qu'il l'est. Mais nous devons vacciner plus de monde. Deuxièmement, nous devons nous assurer qu'il fonctionne et ça c'est plus compliqué. Nous avons besoin de plusieurs sortes de preuves. L'une est de démontrer que l'on obtient une bonne réponse immunitaire qui élimine le virus. Une autre est de démontrer que le vaccin protège les communautés dans les zones endémiques. L'expérimentation est également menée dans l'entourage des récents cas d'Ebola, selon le principe de la vaccination dite en ceinture. Nous sommes à Bonfé, à une 50aine de kilomètres de Conakry. Le village sort de quarantaine. Ici, la majorité des habitants a été en contact avec un malade. Ousmane les a sensibilisés et obtenu qu'une 50aine d'entre eux se prêtent à l'essai vaccinal. Souma est l'une des premières personnes à bénéficier de ce vaccin. Donc, sinon, il était très réticent au début. Hein. Les gens parlaient qu'ils pensaient qu'ils sont venus ici pour le faire mourir. Donc, j'ai eu le courage de dire à les parents, bon, et ils sont des êtres vivants comme nous. Il ne faut pas peur. Convaincre ces personnes, encore traumatisées par la maladie, de participer à l'étude est un véritable défi dont dépend largement le succès de l'opération. Quand j'ai dit le mot vaccin dans un premier temps d'ailleurs, les femmes se sont cachées et des questions ont commencé à tomber. Pourquoi nous? Vous avez sauté toutes ces villes-là? Est-ce que vous voulez nous tuer? Malgré ces réticences, près de 500 volontaires ont déjà été vaccinés au sein des communautés. Au total, pas moins de 11 500 personnes devraient participer à l'étude. Les premiers résultats, quant à eux, pourraient être disponibles dès août prochain. En attendant, seul rempart contre l'épidémie, la prévention se poursuit sur le terrain, alors que 28 patients sont actuellement hospitalisés dans les centres de traitement du pays.
Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.